Bonjour à tous, je m'appelle Lucie Matoaka, je suis l'auteur du livre pour enfants The Phenomenal Leader in Me. Il est paru depuis 1 an aux États-Unis et il y a une version en français, Ce leader exceptionnel qui sommeille en moi. Et la 3e version, c'est la version en espagnol, El Líder Fenomenal en mí. Lucie Matoaka, bonjour. Bonjour, Monsieur Tagne. Merci d'accepter mon invitation pour parler de votre livre. Vous venez de publier ce livre intitulé « Ce leader exceptionnel qui sommeille en moi ». Alors, pourquoi un tel livre? Merci, premièrement, pour cette opportunité que vous me donnez de venir parler de ce sujet qui me tient à cœur, le leadership. Et dans le titre, « Ce leader exceptionnel qui sommeille en moi ». J'adore le leadership et particulièrement quand il s'agit de la jeunesse, je suis particulièrement attirée parce que je me rends compte qu'il y a tellement de jeunes qui ne savent pas trop comment naviguer les obstacles dans ce monde et je suis convaincue que si on leur enseigne ces principes très tôt, pendant qu'ils sont encore dans la maison de leurs parents, alors ils seront de meilleurs adultes. Alors parce que justement on a remarqué un boom dans l'enseignement du leadership, il y a des coachs, il y a vraiment un boom de cette activité-là, mais qui généralement s'adresse aux adultes. Et là, vous faites un livre qui parle spécifiquement aux enfants. Ça c'est sûr, oui. Pourquoi? Parce que, comme je dis, avant je travaillais avec les adultes, mais malheureusement, parfois les adultes pensent qu'ils savent tout. Parfois, ils ont l'impression qu'ils connaissent alors qu'ils ne connaissent pas vraiment. Et malheureusement, la majorité des coachs, et je dirais coach, que je le fais exprès. La majorité des coachs que je connais, qu'on voit en général sur les réseaux sociaux, malheureusement, quand ils parlent de coaching en leadership, ils ne parlent pas des principes. Ils parlent de tout sauf les principes. Et personnellement, je pense que les principes sont les plus importants parce qu'ils sont universels. Et ce que j'enseigne aux enfants, je me rassure de leur enseigner des principes, les principes qui vont faire comme une fondation. Et dès qu'on a la fondation, on a la bonne base, on peut exceller dans la vie. Quels sont ces principes-là? Les principes du leadership, oui. En réalité, je les mettrais dans la même catégorie que des valeurs morales. Oui. Et ces valeurs morales, on les connaît tous, parfois on les connaît, parfois on les connaît pas, mais la majorité des sociétés dans le monde entier les connaissent plus ou moins. Parfois certaines sont en réalité gravées dans nos cœurs déjà, et il y en a qui prêtent pas attention juste parce qu'ils ne veulent pas. Mais on est tous d'accord de manière universelle que ces valeurs morales vont nous... Lesquelles par exemple, les valeurs morales? L'empathie par exemple, l'empathie, la compassion, l'honnêteté dans le leadership, la discipline de soi, quoi d'autre? Je sais pas, savoir prendre soin de soi. Ça, c'est des principes qui sont très importants. La politesse, la gentillesse, le service. Il y a des petits trucs comme ça, par exemple. C'est-à-dire que ce sont des petits principes qui paraissent bénins, mais qui paraissent simples, mais en réalité, ils sont très profonds et ils sont la fondation du leadership, du vrai leadership. Donc, il n'y a pas de leadership possible sans la politesse, l'honnêteté, l'empathie, ainsi de suite. Donc, sans ces valeurs-là, sans ces principes-là. Non. Je suis convaincue. Et beaucoup de personnes vont peut-être ne seront pas d'accord avec moi, mais je suis convaincue qu'un vrai leader, c'est celui qui a cette fondation-là et qui se bat. Il n'y a pas de personne parfaite, bien sûr, mais qui se bat pour pouvoir diriger les autres ou bien faire son travail avec toute cette fondation, avec ces éléments qui sont la fondation. Et tout simplement parce que pour moi, le leadership, ça n'a rien à voir avec les personnes. Le leadership, c'est le service. Et si vous ne pouvez pas servir les autres, alors qu'est-ce que vous faites? Alors, votre livre, donc, je l'ai dit, ce leader exceptionnel qui sommeille en moi. Pourquoi? Alors, vous avez déjà expliqué le pourquoi de ce livre. Vous dites qu'il est destiné aux enfants. Jusqu'à quel âge? Ce livre, je l'ai écrit pour des enfants entre 5 et 13 ans. Entre 5 et 13 ans. Oui. Pourquoi? Parce que... En réalité, je ne travaille pas avec les enfants de 5 à 13 ans. Je travaille avec les adolescents en montant jusqu'à, je dirais, 21, 22, jusqu'à 24 ans. Mais je me suis surprise. En fait, je ne dirais pas un accident. Je dirais que c'est
c'est une coïncidence. Je me retrouve en train de... C'est mon tout premier livre pour enfants. Les autres, je les écris pour des adultes et les adolescents. Mais celui, je me retrouve en train d'écrire particulièrement celui-ci parce que pendant que je coach les adolescents, les teenagers, les parents reviennent vers moi et me posent la question, écoute, Lucie, j'ai un autre enfant à la maison qui a peut-être 8 ans, 7 ans. Est-ce que tu as des ressources? Est-ce que tu peux me confier, me proposer des leçons, enfin des idées? Qu'est-ce que je fais? Parce que mes enfants n'ont pas l'âge de se retrouver dans tes programmes. Ben alors, qu'est-ce qu'on fait? Et je me retrouve en train de dire, bon, ok, je vais, Lucie, qu'est-ce que tu as fait avec tes enfants? Mon fils a 20 ans, ma fille a 16 ans. Il y a beaucoup de principes, il y a des choses que j'ai essayées avec eux qui ont marché. Et je me dis, bon, ok, Lucie, tu vas devoir leur proposer des livres. Et je me rends compte qu'en voulant leur proposer des livres que j'ai utilisés, je me trouve en train d'avoir tellement 5, 6, 7, 10 livres. Qui va acheter ces livres-là? Je me rends compte que ça n'a pas marché et je me dis, ok Lucie, pourquoi ne pas rassembler toutes ces notions en un bouquin que tu proposes aux parents? Et c'est comme ça que je me suis retrouvée en train de le faire. Donc en fait, c'est la solution à un problème qui s'est posé. Je me suis rendu compte qu'il y avait la demande sur le marché et je me suis dit, bon Lucie, utilise non seulement mon expérience, mais les demandes des parents et j'ai écrit ce livre. Alors, comment vous expliquez à un enfant dont l'âge est compris entre 5 et 13 ans ce que veut dire être leader et à quoi ça sert d'être leader? Voilà, merci pour la question. Quand je parle à un enfant, déjà, je me surprends en train de devoir convaincre un enfant qu'il est né pour être leader. Parce que c'est un concept que, malheureusement, les parents n'enseignent pas parce qu'ils ne savent pas. Alors, ce que je dis à un enfant, c'est tu es créé pour faire de grandes choses. Il y a des choses en toi. Et ces enfants, dès que je dis à un enfant, je suis sûre que tu as des rêves, parfois je commence par une question, qu'est-ce que tu souhaiterais devenir quand tu seras grand? Et les enfants, ils ont tellement de rêves, et ces rêves-là, malheureusement, les parents, parfois quand ils partagent leurs rêves avec les parents, on leur dit, quand même, tu penses pas que tu vas faire ça quand même. Il n'y a pas d'exemple dans ton entourage. Est-ce que tu peux pas être ci, tu peux pas être ça. On les décourage, on brise leur esprit et puis ils sont découragés. Alors, ce que je fais avec les enfants, je leur dis, écoute, tu as été créé pour être un leader. Maintenant, ça veut pas dire que tu vas forcément guider ou diriger des gens. Ça veut dire que tu devras trouver quelque chose, une cause pour laquelle tu vas te battre. Je suis sûre que quand tu regardes autour de toi, il y a des problèmes à résoudre dans la société. Ça peut être, on appelle ça homeless chez nous, les gens, les sans-abri, ça peut être un problème de santé, ça peut être un problème de, je sais pas, il y a plein de problèmes dans la société. Et je dis à un enfant, ok, voici ce qu'on va faire. Je suis sûre qu'il y a des problèmes que tu observes dans la société. Et quand tu observes ces problèmes, qu'est-ce qui te parle le plus? Et c'est ce petit truc-là qui va réveiller en toi le leader qui est en toi. Et si tu décides alors de te lancer et d'essayer de trouver une solution, tu te bats avec passion, avec courage, avec empathie, avec compassion, avec dédication, avec persévérance, alors les autres, ton entourage, t'as pas besoin de regarder à gauche ou à droite pour savoir si est-ce que les gens croient à ma vision, est-ce que les gens me suivent. Non, tout ce que tu as à faire, c'est de te battre et ceux qui croient la même chose que toi, ils vont s'accrocher à ta vision, ils vont te suivre. Et en réalité, ils vont pas suivre toi, ils vont suivre ta passion, ils vont suivre ton purpose, comme on dit. Et quand je dis ça aux enfants, ils comprennent vraiment, en fait. Alors, et dans le livre, vous avez fait des espèces de portraits d'un certain nombre de personnes que vous présentez aux enfants comme étant des leaders. Et j'ai observé que c'est très éclectique. Il y a des Africains là-dedans, il y a des Afro-Américains, il y a des Blancs. Comment s'est opéré le choix de ces personnalités que vous présentez aux lecteurs comme leaders? Yes. Premièrement, je vis en Amérique depuis plus de 20 ans. Oui. Ça veut dire que je vis dans une société qui est multiculturelle, raciale, multiculturelle. Il y a tout le monde est représenté dans ce pays. Et parce que j'éduque des enfants qui sont dans un contexte où tout le monde se trouve, j'ai décidé déjà de leur apprendre à vivre avec les autres races, avec d'autres cultures. Maintenant, quand je reviens au niveau de mon livre, c'est très important ce détail parce que ce que je fais, je pense, ok Lucie, tu travailles avec des gens déjà de plusieurs races. Qu'est-ce que tu fais pour pouvoir influencer
ces enfants de manière positive et leur montrer des exemples de plusieurs races et plusieurs nationalités. Pourquoi? Parce que je refuse d'éduquer un enfant dans une seule race ou bien une seule culture. Je refuse parce que je pense que le monde est désormais très ouvert. Et si on n'apprend pas à nos enfants à comprendre que il y a des gens qui peuvent penser autrement ou bien faire les choses différemment, alors on ne leur fait pas du bien. Alors je décide, bon, et je dois déjà dire aussi que, et chaque fois j'aime préciser aux parents, les leaders que j'ai choisis sont pas forcément parfait. Nul n'est parfait. Mais j'ai dû faire le choix en fonction de... J'ai dû fouiller et voir ceux qui avaient moins de scandales, par exemple. Ceux qui soit portent un message, soit ils ont marché, ils ont une certaine marche dans leur vie, ceux qui ils existent encore, certains sont partis. Et pour me rassurer que chaque enfant dans le monde entier puisse se retrouver dans le livre. Parce que quand j'ai grandi, j'ai eu à lire des livres où je ne me retrouvais pas et ça ne me parlait pas vraiment. Alors, je me dis, Lucie, il faut absolument que chaque enfant qu'il ouvre ce livre puisse se retrouver dedans, même si c'est dans une histoire ou dans un an. Et c'est comme ça que je vais sur Google, après avoir écrit les histoires. Je me dis, par exemple, Lucie, comment est-ce que tu vas expliquer à un enfant qu'est-ce que c'est que le service? Ou bien, qu'est-ce que c'est que avoir une bonne attitude? Après avoir raconté l'histoire, bien, je fouille, je vais sur Internet, je tape les noms de leaders, je lis la biographie du début à la fin. C'était beaucoup de travail. Et après ça, je prends les parties qui m'intéressent particulièrement par rapport au principe que j'essaie de leur enseigner. Et j'ai réduit tout ça, j'ai essayé de condenser ça en un petit résumé. Oui, parce qu'effectivement, juste pour que les enfants puissent comprendre, mais qu'ils puissent quand même avoir la leçon que j'essaie de leur enseigner. Oui, parce qu'effectivement, ce que vous dites de toutes ces personnalités-là, c'est des textes vraiment très, très courts. Vous allez à l'essentiel pour ne pas raconter toute la vie. Exactement. Parce qu'il y a d'autres ouvrages qui l'ont fait. Exactement. Et parmi les leaders que vous présentez, il y en a pas mal quand même. Hein. Mandela, Martin Luther King, Kwame Nkrumah, Barack Obama, Denzel Washington et j'en oublie. Alors, je reviens à la question précédente. C'était quoi le critère? Le critère de sélection, c'était les exemples. Oui. L'exemple qu'ils ont fait, les exemples de leur vie ou de leur mission. Et c'était très important. Et pour moi, ce qui était important aussi, c'était de la diversité. Parce que je parle à des enfants il y aura des petites filles, il y aura des petits garçons, il y aura des petites filles blanches, il y aura des petites filles noires, il y aura des petites filles noires américaines ou bien africaines d'origine ou bien hispaniques, en Asie aussi et puis dans les pays arabes. Je voulais me rassurer qu'ils puissent s'identifier parce que quand un enfant... Vous savez, quand j'ai écrit le livre, je me suis rendu compte que toutes les histoires, raconter juste les histoires, ça reste comme de la fiction. Oui. Il fallait ramener ça à la réalité pour que les enfants puissent se dire, ok, c'est réel, il y a des gens qui ont déjà fait ça. Alors, ça veut dire que s'ils peuvent le faire, alors je peux le faire aussi. C'est pour me rassurer. Le motif ici, c'est me rassurer que les enfants se rendent compte que c'est pas quelque chose de lointain, c'est à portée de main. Alors, et parlant justement de jeunes filles, un personnage comme Mère Teresa, dont vous parlez dans le livre, auprès d'une jeune fille, elle incarne quoi? La compassion. La compassion. Et quand vous lisez son histoire, oui, elle a travaillé. Et elle n'est pas un exemple de compassion seulement pour les filles, mais pour les garçons aussi. Vous savez qu'elle était enseignante. Et elle est allée aux Nations Unies, elle a fait ce speech et tout ça. Elle a tout abandonné à un moment donné pour se battre pour quelque chose. Justement, on revient là-dessus. Oui. Elle n'a pas, à l'époque, je suis sûre que s'il y avait des réseaux sociaux à son époque, la mission qu'elle avait ne l'aurait pas envoyée sur les réseaux sociaux pour faire du boucan. Attention. Elle a cru en quelque chose. Elle a vu ces personnes qui souffraient. Elle a voulu résoudre un problème de la société qui existait. Et elle s'est battue pour cela. Et comment est-ce qu'on appelle ça encore? Le fait de se battre à sa mission, sa passion pour ce en quoi elle croyait, c'est ça qui a attiré les gens vers elle, c'est ça qui a fait d'elle un leader en fait. Alors il y en a pas mal qui questionnent. Il y a le monsieur Al Maktoum de Dubaï et tout. Alors sa présence dans ce classement, il illustre quoi? Pour moi, je l'ai choisi pour la créativité. Oui. Pourquoi? Parce que je me posais la question, quel est l'exemple que je peux donner aux enfants? Quand je suis allée à Dubaï pour la première fois, j'étais impressionnée.
J'ai dit, mais attends, l'histoire de ce pays, de cette terre, je vois le désert, je me demande qu'est-ce qui a motivé cet homme, déjà qu'est-ce qui s'est passé dans son cœur pour qu'il puisse déjà croire, et déjà même s'imaginer qu'il puisse transformer tout un truc comme ça, une terre, un désert en ce qu'on voit aujourd'hui. Oui. Il y a 30 ans, hein, c'était oui, le désert. Exactement. Et je regarde tout ça, je me dis, mais attends, Lucie, ça veut dire que premièrement, il a dû croire en lui. Hein. Ils ont dû avoir tout ça. Et c'est comme ça que je me dis, mais attends. Je crois que c'est possible. C'est possible. Et puis, développer cet esprit de créativité. Et c'est pour ça que je veux dire aux enfants, c'est possible. On peut partir de rien et créer quelque chose. Alors, on fouille, quand on lit votre livre, il faut arriver assez loin pour voir le premier Camerounais et celui que vous avez choisi de présenter comme exemple aux jeunes lecteurs de ce livre, c'est Francis Ngannou. Yes. Ouais. C'est vrai que j'avais d'autres exemples africains. Parce qu'en l'occurrence, il y a beaucoup parlant de Francis Ngannou, vous le présentez comme un exemple de persévérance. Yes. Pourquoi? Parce que j'ai lu l'histoire de Ngannou. J'ai été touchée. Mais en même temps, je ne voulais pas raconter son histoire de la façon dont les Blancs racontent son histoire. Oui. Quand même, je suis camerounaise d'origine. Oui. Et je ne voudrais pas que nos enfants ressentent, je sais pas, comme... Parce que les Blancs, malheureusement, quand ils racontent notre histoire, ils la racontent pas comme ils doivent ajouter des choses. Ils racontent leur histoire avec leur perception de l'Africain. Merci, voilà. Exactement. Alors, je refuse que nos enfants écoutent ce genre de baratin. Je dis, OK, Lucie, j'allais fouiller justement dans sa biographie. J'ai raconté, j'ai tiré tout ce qui peut inspirer l'enfant à persévérer dans tout ce qu'il fait dans la vie. Oui. Parce que son histoire est pertinente et c'est quelqu'un de très humble. Hein. Je trouve qu'il est très humble malgré la réussite qu'il a jusque-là. Et pour moi, il fallait qu'on le mette. Et puis, comme je dis, je suis camerounaise et c'est un exemple que j'ai trouvé de vraiment bien. Alors, justement, vous êtes camerounaise et malgré toute l'admiration qu'on peut avoir pour Francis Ngannou, et quand on lit votre livre, on se dit, ouais, mais quand même, au pays de Ruben Oumniobé, de Njoya, qui a quand même inventé une écriture bamoun, de Wandier, qui ont combattu le colonisateur, ainsi de suite, et présenté Francis Ngannou. Ça détonne quand même, non? Non. Oui. Je pense que je voulais quelqu'un d'actuel. Les enfants le connaissent ces jours-ci. Oui. Ils ne connaissent pas les autres. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas parler des autres. Et puis, c'est un livre qui est court. Oui. J'ai choisi 28 principes. Oui. Et je ne pouvais pas mettre tout le monde. Et j'ai choisi Ngannou juste parce que... il est vivant de nos jours et il est plus ou moins... Les enfants le connaissent plus ou moins, ils entendent parler de lui. Mais quand il s'agit d'autres leaders dans d'autres pays africains, j'ai choisi d'autres personnes qui sont déjà parties, par exemple, un peu comme Kwame Nkrumah est là-dedans, Thomas Sankara et Patrice Lumumba. J'ai fait exprès. Oui. En fait, je voulais me rassurer que l'enfant africain, qu'il prend ce livre, qu'il le lit. Vous savez, quand on lit les livres écrits par les Blancs, vous savez ce que c'est. Ils ont leur exemple à eux. Oui. Ils ont leur exemple à eux et nos enfants ne se retrouvent pas. Mais en même temps, j'accomplis 2 missions ici. Parce que le livre a été publié en anglais d'abord et qu'il a été publié aux États-Unis et que mon champ d'influence, plus ou moins, c'est les États-Unis. J'ai fait exprès de mettre des leaders africains pour les éduquer aussi, quand même. Eux, ils passent le temps à penser qu'on n'a rien chez nous. Ben non, ça ne marche pas. Moi, je suis très faible là-dessus. Donc, en fait, ce que vous faites dans l'ouvrage, c'est d'illustrer un certain nombre de principes de leadership par les parcours d'un certain nombre de personnalités que vous avez choisis. Exactement. Oui. Alors, vous l'avez dit, vous vivez aux États-Unis. Alors, parlez-nous un peu de votre parcours. Parce que quand on voit cet ouvrage, on sent quelqu'un qui a eu le besoin d'expliquer, de bien faire comprendre les choses en tenant compte de la sensibilité de l'âge. 5 à 13 ans, ils sont encore tout petits, il faut savoir choisir les mots pour leur parler, ainsi de suite. Et on voit que vous le réussissez plutôt très bien. Merci. Alors, à quoi cela est-il dû? À votre parcours propre, votre formation? Parlez-nous un peu de vous.
Un peu. Vous avez vraiment lu le livre, ça se sent. Ok, voici ce qui se passe. J'arrive aux États-Unis en 2003. Oui. Après avoir vécu jusqu'à l'âge de 17 ans au Cameroun, et puis je suis allée vivre en Afrique de l'Ouest. Et j'ai fait beaucoup de pays avant de finalement atterrir aux États-Unis et dire, ok, bon, je vais essayer les États-Unis. Alors, je me retrouve dans une nation qui, à l'époque, il y a 20 ans, bientôt 21 ans, une nation qui considère, déjà, à cause du poids de l'histoire, la race noire a toujours été considérée un tout petit peu au-dessus des autres, ce qui est bête, oui. Ce qui est stupide. Désolée d'utiliser ces termes, mais c'est la réalité, ils sont bêtes. Mais en même temps, je suis africaine. Donc, dans le monde entier, en général, on se dit, OK, la race blanche, et puis le reste, et puis les noirs, ça va, mais les Africains, à la base. Je me dis, mais attends, Lucie, où suis-je là? Où des gens vont me poser des questions du genre, est-ce que chez vous, vous vivez sur des arbres? Quand même. Hein. Oh, ben oui, là, c'est juste il y a 20 ans, c'est très récent. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui continuent de penser ce genre de trucs-là. Alors, et je me dis, j'arrive dans une nation qui ne croit pas en moi, qui ne croit même pas que j'ai le potentiel de faire quoi que ce soit. Et je commence comme tout le monde. J'apprends l'anglais parce que je suis francophone d'origine. Et je commence par apprendre l'anglais. Après avoir étudié, j'abandonne tout ce que j'ai fait parce qu'ils ne croient pas en nos diplômes. Alors, il faut recommencer, aller à l'école. Et je dis, OK, d'accord, Lucie, qu'est-ce qu'on fait ici? Ouais. Je vais faire la santé parce que c'est ce que tout le monde fait pour faire de l'argent au départ. Oui. Et je continue et finalement, je me retrouve en tant qu'infirmière, assistante dentaire et puis je me lance dans les affaires, dans les ventes. Et avec tout ça, je commence à avoir accès en créant une organisation de plus de 18 000 personnes à un moment donné, je commence à avoir accès aux Américains. J'ai décidé consciemment de ne pas me recroqueviller, c'est le mot, oui. Je crois, dans la communauté camerounaise. Je refuse de le faire, je décide de découvrir. C'est-à-dire que pour amis, plus ou moins, je choisis des gens de toutes les races, et je le fais de manière très intentionnelle. Oui. Pourquoi? Parce que je refuse. Vous refusez le communautarisme camerounais. Nope. Oui. C'est quelque chose que je refuse parce que je suppose que, je suis convaincue que chaque race a quelque chose à m'apprendre. Et j'ai des choses à leur apprendre, bien sûr. Et il y a cette envie de leur prouver que, hey, nous, on n'est pas ce que vous êtes en train de penser là, OK? Donc, j'ai ce truc-là. On m'appelle rebelle, mais parfois, c'est un peu ça. Et c'est vrai, c'est cette envie de leur prouver, non, c'est ce que vous pensez de nous n'est pas la réalité. Et alors, je me suis tout le temps en train de discuter avec des gens qui me disent, est-ce que si, à un moment donné, quand j'ai commencé, à un moment donné, j'ai arrêté avec les ventes et je me suis en train de me dire, Lucie, qu'est-ce que tu fais? Je suis arrivée dans ce pays, ça fait combien d'années? Et je me dis, OK, Lucie, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je pars, j'ose me former en ce qu'on appelle career coaching. Ils appellent ça professional career coaching, c'est-à-dire les personnes qui font les CV. Oui. On t'aide à faire les CV pour une interview et tout ça, et on prépare les gens aux interviews pour les boulots. Exactement. Alors, je me rends compte, Lucie, et chaque fois que les gens arrivent ils travaillent avec toi, ils peuvent avoir un doctorat, ils peuvent avoir un master, ils peuvent avoir une licence. Je les prépare vraiment pour le travail. Pour cette interview, ils font un merveilleux travail, mais de l'autre côté, parfois à l'intérieur du boulot, il y a des choses qui manquent. Il y a comme on dit, ce qu'on appelle les people skills, ces valeurs. Ouais. Et je suis passionnée, parce que j'ai déjà une très bonne expérience en leadership, après avoir travaillé 7 ans et avoir construit une organisation de plus de 18 000 personnes, après avoir lu des livres et j'ai eu j'ai eu des mentors qui m'ont vraiment coaché, qui m'ont vraiment formé. Je me rends compte que j'ai vraiment un background très riche et je peux commencer à aider les autres. Et je décide de changer un tout petit peu. Je dis, au lieu de préparer les jeunes à avoir des boulots, pourquoi ne pas les préparer à réussir pendant qu'ils sont, à travailler avec excellence dans leur boulot pendant qu'ils y sont déjà. Et c'est comme ça que je me retrouve en train de travailler d'abord avec plus ou moins les jeunes adultes de 25 ans. Et je me rends compte que vraiment, le travail, si on l'avait commencé plus tôt, ce serait beaucoup mieux. Et plus je réfléchis, et plus je me rends compte que mais ça, c'est un travail qui doit être fait à la maison. Parce qu'aujourd'hui, quand je regarde mes enfants, ils ne sont pas parfaits, bien sûr. Nul n'est parfait, on se bat tous. Mais quand je regarde mes enfants, il y a beaucoup de choses qu'ils ont réussi à éviter en traversant la puberté et tout ça, juste parce qu'il y a des notions que je leur ai apprises, leur ai enseignées très, très tôt. Et non seulement ça, et je vois la façon dont ils se comportent avec les gens dehors,
Et au boulot même, j'ai un fils qui a 20 ans, qui travaille depuis l'âge de 17 ans, en même temps en allant à l'école. Mais la façon dont il se comporte au boulot, je me rends compte que c'est des petites bases. C'est pour ça que je me suis en train de faire le travail que je fais. Et ça me passionne particulièrement. Oui. Je me rends compte que les résultats sont là et tout ça, quoi. Alors, et depuis quelques jours, vous êtes au Cameroun, où vous avez profité de votre séjour pour présenter votre ouvrage. Vous étiez à Douala? Yeah, j'ai commencé par Douala. Alors, c'était où? Comment ça s'est passé? C'était super. Il y a une ONG à Douala qui m'a invité. Quand je leur ai fait signe que je serais dans le pays, ils ont sauté sur l'occasion. Est-ce que tu viens? Oui. Et on a fait ça c'est à Douala, on a fait une conférence avec les parents et les enfants. C'était formidable. On a eu une conversation, non pas seulement les parents, on a eu les parents, il y a eu les éducateurs. La dame, elle a invité non seulement les éducateurs, les parents, des psychologues, des avocats, en fait tout le monde. Il y avait plein de gens dans la salle et ça, c'était super bien parce que ça a permis que je puisse avoir un peu de feedback des gens qui ont plusieurs professions, savoir comment est-ce qu'ils trouvaient le livre. Et après, on est parti dehors, on a parlé aux enfants, une cinquantaine d'enfants qui avaient déjà lu, à peu près le tiers avait déjà lu le livre, parce que c'est une association qui a déjà mes livres et qui l'utilise pour son curriculum. Et ça, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'ils utilisaient ça pour leur curriculum. Et on se rend compte que les enfants, les témoignages, c'était formidable. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Ouais. Et après Douala, vous avez, ici à Yaoundé, organisé également une autre présentation de livres, cette fois dans une école. C'est une école privée. C'était hier. Oui. Ça s'est tellement bien passé. C'était pareil. La dame, elle a eu la même idée. Elle a décidé d'inviter non seulement la majeure partie de son personnel, son staff, les directeurs d'école, ses enseignants à elle, les enfants, certains étudiants, et c'était super. On a fait la même chose, on a discuté du livre. Je leur ai donné l'importance d'avoir ce livre-là, de commencer à introduire ces notions aux enfants pendant qu'ils sont encore à la maison. C'est-à-dire qu'il faut enseigner le leadership aux enfants déjà très très tôt. Très tôt, je le crois vraiment. Et mon message aux parents est très simple. Je leur dis, je suis votre allié. Et je le crois vraiment. Parce que vous savez, M. Tagneux, il y a quelque chose qui se passe dans la société. Pour tous les parents comprendront ce message. Vous avez des propres valeurs, des valeurs personnelles, et vous savez à quoi ressemble la société dans laquelle vous vivez. Vous connaissez l'environnement dans lequel vous vivez. Pendant que vous êtes en train d'essayer d'enseigner certains principes à vos enfants, vous faites de votre mieux, vous vous battez, vous payez leurs factures, vous payez vous les nourrissez, vous faites tellement de sacrifices. Et dès qu'ils sortent de la maison, la société a tendance à leur enseigner soit quelque chose de différent, soit quelque chose d'autre, totalement opposé. Oui. C'est-à-dire que la société est capable de corrompre vos enfants alors que vous leur avez donné toutes les valeurs qu'il fallait. Exactement. Oui. Et c'est pour ça que je dis aux parents... Ils doivent être préparés à affronter la société. Et il n'y a pas que la société, il y a la télévision, je suis désolée, il y a la radio, les réseaux il y a sociaux. Les livres qu'on lit. Les réseaux sociaux. Moi, j'ai choisi d'être différente. Beaucoup de gens écrivent des livres. On peut écrire des livres pour plusieurs raisons. Pour raconter son histoire, pour inspirer les autres, pour raconter des contes, pour s'amuser. J'ai choisi d'écrire des livres pour enseigner et me battre. C'est un combat, en fait. Je suis en train de me battre. Je me mets à la place des parents et je dis, OK, Lucie, quand tes enfants étaient encore jeunes, quelles sont les notions que tu aurais souhaité qu'on leur enseigne dans les livres? Et alors, je les rassemble et je les mets dans un livre. Parce que je sais que, en tant que parents, on a quelque chose en commun. On veut voir nos enfants réussir dans la vie. On voudrait voir nos enfants être meilleurs que nous demain. Bien sûr. Et parce que c'est le cas. Alors, et les parents avec lesquels vous avez discuté pendant votre séjour au Cameroun, qu'est-ce qu'ils vous disent de ce livre? Quelle est la réception que ce livre a eue auprès des parents, éventuellement des enfants? Bien sûr, bien sûr. La phrase qui revient tout le temps, c'est Lucie, ce livre n'est pas pour les enfants seulement, c'est pour les adultes aussi. And I'm like, what? Je ne vous avais même pas en tête quand j'écrivais ce livre, je ne pensais même pas à vous. Moi, je pensais que, premièrement, il y a des parents qui connaissent, qui comprennent l'importance de ces notions, mais ils ne savent pas transmettre. Alors, je vais faire le travail pour eux et puis ils n'ont rien à faire, ils n'ont qu'à lire le livre des enfants. D'autres ne comprennent même pas l'importance, alors je vais toujours faire le travail pour eux. Et je me rends compte que la majorité des parents et même les instituteurs, tous ces éducateurs me disent, ça, c'est pas pour les enfants seulement, c'est pour les parents. Et il y a des parents qui m'ont dit, justement, hier, j'ai rencontré un monsieur ici, un monsieur qui a
sa fille a travaillé avec ce livre pendant 4 mois, parce que le livre existe depuis 1 an. C'est la version en français qui existe depuis 6 mois juste. Et ils ont utilisé la version en anglais pendant 4 mois avec leur fille. Et c'est bizarre. Et la maman pleurait pratiquement quand elle me racontait l'histoire. Elle me dit, ma fille est partie d'être extrêmement timide, elle pleurait tout le temps, elle n'avait pas confiance en elle, elle pensait qu'elle était timide, elle avait peur de la mettre devant des gens, elle commence à paniquer. Et elle est partie de là justement, elle a pris le micro, elle a fait son témoignage. Une enfant qui pleurait tout le temps, elle a parlé, elle m'a remercié, elle a remercié son... ce sont ces témoignages qui me font vraiment plaisir. Lucie Matsuaka, dernière chose. Alors, est-ce que vous avez d'autres activités de prévues dans le sens de faire connaître ce livre aux enfants et éventuellement aux parents? Au Cameroun ou bien à l'extérieur? Au Cameroun et à l'étranger, pourquoi pas? À l'étranger, quand je vais rentrer, oui, je vais retourner aux États-Unis, oui. Déjà, j'ai fait beaucoup de cérémonies de dédicaces dans les librairies aux États-Unis. Le livre a été accepté dans certaines écoles déjà, dans certaines bibliothèques publiques. Ici au Cameroun, avant que je ne parte, non. Enfin, je crois que j'ai un autre événement samedi juste avant de partir. Mais en principe, je ne sais pas trop quand est-ce que je reviendrai au Cameroun pour faire ça. Mais parce que je venais, il y avait des gens qui demandaient des copies et qui voulaient en savoir plus. Je me suis dit, OK, puisque je suis là pour des problèmes de famille, je vais en profiter pour faire ce travail. Très bien. Lucie Matsuaka, merci. Merci beaucoup. Merci infiniment pour cette opportunité de partager cette passion. Je dirais ce truc qui m'empêche de dormir des fois. Oui. C'est vrai parce que je pense que si on s'y prend assez tôt, nos enfants, ils vont être meilleurs que nous. J'en suis convaincue. Il n'y a rien que... Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Envisagez-vous d'immigrer au Canada? Sakoni Immigration est un cabinet conseil réglementé et spécialisé en immigration canadienne. Notre mission, vous accompagner dans votre projet d'immigration. Nos services, le permis d'études, le permis de travail, le visa visiteur, la résidence permanente, incluant l'entrée express et les programmes des provinces, le parrainage, le IMT et la citoyenneté canadienne. Sakoni Immigration sera votre guide. Pour en savoir plus, visitez notre site web ou appelez-nous. Vous pouvez aussi suivre le lien ci-dessous ou scanner le QR code pour demander une évaluation initiale.